Au XVe siècle, alors que l'Europe commence tout juste à entrevoir l'immensité du monde qui l'entoure, un homme se lève au Portugal, animé par une vision audacieuse, repousser les limites du connu, affronter les mystères de l'océan Atlantique et ouvrir les routes maritimes vers des terres encore inexplorées. Cet homme, c'est Henri le Navigateur. Son nom évoque les premières grandes explorations portugaises, les caravelles fendant les flots vers l'Afrique, les prémices de ce que l'on appellera plus tard les grandes découvertes. Pourtant, Henri n'était pas navigateur au sens propre. Il ne commandait pas les navires lui-même. Il était bien plus, un stratège, un mécène, un visionnaire qui, depuis les côtes portugaises, a changé à jamais le cours de l'histoire. Dans cette biographie, nous allons plonger au cœur du destin de ce prince de la maison d'Avis, comprendre son rôle dans l'expansion maritime du Portugal, découvrir les motivations politiques, religieuses et économiques qui l'animaient, et explorer l'héritage monumental qu'il a laissé à la postérité. Chapitre 1 Les origines d'un prince visionnaire. Henri naît le 4 mars 1394 à Porto, au nord du royaume du Portugal. Il est le troisième fils du roi Jean Ier du Portugal et de la reine Philippa de Lancastre, d'origine anglaise. Sa naissance s'inscrit dans un contexte d'affirmation de l'indépendance portugaise, tout juste consolidée après la crise de 1383-1385 face à la Castille. Élevé dans une atmosphère de cour cultivée et pieuse, Henri reçoit une éducation soignée, mêlant savoir militaire, enseignement religieux et goût pour les sciences. Très jeune, il est influencé par la ferveur de la croisade et l'idée que les royaumes chrétiens doivent s'unir contre l'islam, particulièrement en Afrique du Nord. C'est cette double aspiration, religieuse et expansionniste, qui va forger l'ambition d'Henri, porter le combat contre les morts au-delà des mers, tout en découvrant les secrets du monde. Chapitre 2 La conquête de Ceuta, un premier pas vers l'aventure. En 1415, Henri, alors âgé de 21 ans, convainc son père de lancer une expédition militaire contre Ceuta, une cité stratégique sur la côte nord-africaine, contrôlée par les musulmans. Il y participe activement, et cette conquête marque un tournant. Pour Henri, Ceuta est bien plus qu'un trophée militaire, c'est la porte d'entrée vers le continent africain et ses richesses mystérieuses. Mais très vite, il comprend que détenir Ceuta ne suffit pas, il faut contrôler les routes commerciales, notamment celles de l'or et des esclaves, qui viennent de plus au sud, au-delà du Sahara. Ce constat nourrit une nouvelle ambition, explorer les côtes africaines, contourner les territoires musulmans, et établir des routes maritimes vers les richesses de l'Afrique, voire jusqu'aux Indes, terre mythique du commerce. Chapitre 3 Sagres, le laboratoire des découvertes. C'est dans les années 1420 qu'Henri s'installe au sud du Portugal, près du cap Saint-Vincent, dans la région de Sagres. Contrairement à la légende, il n'y fonde pas une école de navigation au sens formel, mais rassemble autour de lui une communauté d'experts, navigateurs, cartographes, astronomes, constructeurs de navires, juifs et arabes convertis. Tous unis par la quête du savoir. C'est à Sagres que sont développées et perfectionnées les fameuses caravelles, des navires rapides et maniables, capables de s'aventurer plus loin en haute mer. Les instruments de navigation, tels que l'astrolabe et le compas, sont améliorés, les cartes maritimes deviennent plus précises, et une méthodologie d'exploration systématique est instaurée. Henri agit ainsi comme un chef d'orchestre, coordonnant les expéditions, finançant les voyages, collectant les informations et les redistribuant à ses navigateurs. C'est cette organisation rigoureuse qui permet aux Portugais de s'enfoncer progressivement vers le sud, au-delà du cap Bojador, longtemps considéré comme une limite infranchissable. Chapitre 4 Franchir le cap de la peur. Pendant des siècles, le cap Bojador, sur la côte du Sahara occidental, avait été perçu comme une frontière maudite. Les marins médiévaux le redoutaient, persuadés qu'au-delà, la mer bouillonnait, que des monstres engloutissaient les navires, et que le soleil brûlait les voiles. Mais Henri ne croit pas à ces légendes. En 1434, après plusieurs échecs, son navigateur Gillan parvient à franchir le cap et à revenir sain et sauf. C'est un événement considérable, il brise la peur et ouvre la voie vers l'Afrique subsaharienne. S'ensuit une série d'expéditions le long des côtes africaines. Les Portugais atteignent le Rio de Oro, puis le Cap-Vert, découvrent les îles Canaries, Madère et les Açores. Ces territoires deviennent de nouvelles bases de colonisation et des étapes pour les futures expéditions. Chapitre 5 Commerce, esclavage et pouvoir. Mais l'exploration n'a pas que des buts scientifiques. Henri le Navigateur est aussi un homme de pouvoir, un prince pragmatique. Dès les années 1440,
les navires portugais reviennent d'Afrique avec de l'or, de l'ivoire, et surtout des esclaves. Le commerce négrier devient une source de richesse pour la couronne portugaise, bien que les débuts soient modestes. Henri reçoit en 1444 le monopole royal du commerce sur les terres découvertes au sud du Cap Bojador. Il fonde ainsi l'un des premiers systèmes d'exploitation coloniale maritime. Ce développement marque le début de ce que certains historiens appellent l'économie atlantique, mêlant commerce, colonisation, et esclavage. Henri, homme de son temps, ne remet pas en question la moralité de cette pratique. Pour lui, l'évangélisation des peuples païens, le combat contre l'islam, et le renforcement du royaume justifient ses entreprises. Il finance même des missionnaires pour convertir les captifs. Chapitre 6. Un prince au crépuscule. Vers la fin de sa vie, Henri est un homme puissant, mais aussi de plus en plus isolé. Il ne s'est jamais marié, n'a pas eu d'enfant, et se consacre entièrement à ses projets. Il devient grand maître de l'Ordre du Christ, une organisation religieuse héritière des Templiers, dont il utilise les ressources pour financer ses expéditions. Il assiste aux avancées portugaises toujours plus loin sur les côtes africaines, les navigateurs atteignent la région du Sénégal, découvrent le fleuve Gambie, et prennent contact avec des royaumes africains. Henri rêve encore de trouver le royaume mythique du prêtre Jean, un roi chrétien que l'on croyait exister quelque part au sud du Sahara ou en Orient. Henri meurt le 13 novembre 1460, dans sa villa de Sagres, à l'âge de 66 ans. À sa mort, les Portugais n'ont pas encore atteint l'Inde ni contourné l'Afrique, mais les fondations sont posées. Conclusion, l'héritage d'un pionnier Henri le Navigateur n'a jamais mis les pieds au-delà du détroit de Gibraltar. Pourtant, son influence sur le monde est immense. Par sa vision, ses financements, son organisation rigoureuse, il a transformé le Portugal en une puissance maritime de premier plan, préparant les grandes découvertes de Vasco de Gama, Bartolomé Dias, plus tard, de Christophe Colomb. Il a jeté les bases d'un monde globalisé, où les continents allaient peu à peu entrer en contact, parfois de manière tragique, par la guerre ou l'esclavage, parfois de manière féconde, par les échanges de savoir, de culture et de technologie. Henri le Navigateur n'est pas un héros sans tache. Il incarne à la fois le génie de l'exploration et les ambiguïtés de la colonisation. Mais son rôle dans l'histoire est indiscutable.